Bonjour et bienvenue à ce cours pour crise immédiate sur le rhumatisme psoriasique. Je m'appelle Laure Gossec, je suis rhumatologue à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voici mes déclarations d'intérêt. Le rhumatisme psoriasique est un rhumatisme relativement rare en France, puisque le psoriasis est fréquent et touche 2 à 4% de la population, mais que seuls 10 à 30% des patients qui ont un psoriasis vont développer un rhumatisme psoriasique, ce qui fait que la prévalence du rhumatisme psoriasique est estimée autour de 0,2% dans la population générale. Cette maladie touche autant l'homme que les femmes et survient souvent entre 30 et 60 ans, le plus souvent chez un patient déjà porteur de psoriasis, sachant que le rhumatisme psoriasique peut apparaître à tout moment au cours de la vie du patient atteint de psoriasis, comme on le voit sur cette figure. Parfois, le rhumatisme psoriasique antédate le psoriasis qui apparaîtra ultérieurement et dans certains cas, on n'avait pas de psoriasis, ce qui fait que le diagnostic n'est pas très simple et que le délai diagnostique est d'environ 4 mois actuellement. Les principaux signes cliniques du psoriasis sont tout d'abord deux signes princeps que sont le psoriasis lui-même, avec une atteinte cutanée, en particulier sur la peau, le cuir chevelu, les plis et aussi un psoriasis inversé, et puis une atteinte inguéale qui est fortement associée à la survenue d'un rhumatisme psoriasique. Et la deuxième manifestation clé, c'est l'inflammation articulaire ou arthrite, qui est le plus souvent une atteinte asymétrique oligo-articulaire qui peut toucher les IPD, mais qui peut avoir une forme plutôt monoarticulaire ou au contraire polyarticulaire, évoquant une polyarthrite rhumatoïde. D'autres manifestations sont fréquentes dans le rhumatisme psoriasique. Il s'agit en particulier de l'anthésite et de la dactylite qui vont chacun toucher plus d'un tiers des patients au cours de leur vie. L'anthésite, qui est une inflammation de l'insertion des tendons dans l'os, atteint le plus fréquemment le talon, que ce soit le tendon d'Achille ou la ponévrose plantaire. Et la dactylite est l'atteinte d'un rayon, d'une main ou d'un pied, qu'on dit en saucisse, par une association d'arthrite et de ténosynovite. L'atteinte axiale est moins fréquente, à peu près 20% des patients ont une atteinte radiographique qui ressemble à une spondyloarthrite axiale. Cela peut s'associer à des symptômes de rachialgie inflammatoire ou de féssalgie d'ovaire inflammatoire. Le diagnostic du rhumatisme psoriasique en pratique quotidienne repose sur les critères de Molenreit les plus utilisés, qui associent un psoriasis, une arthrite périphérique ou une atteinte axiale inflammatoire et l'absence de critères pour une polyarthrite rhumatoïde. Parfois, pour les patients atteints de psoriasis, on peut faire appel à des questionnaires de dépistage du rhumatisme psoriasique. Ceci est particulièrement utile pour les collègues dermatologues. Les deux plus utilisés s'appellent le TOPAZ et le PAZ. Et les points clés de ces questionnaires sont d'éliciter la présence de douleurs d'ovaire inflammatoire et de gonflements articulaires qui doivent faire orienter le patient vers un rhumatologue. On utilise des critères plus compliqués qui sont des critères de classification qui s'appellent les critères Caspar. On retient une classification de rhumatisme psoriasique chez un patient qui a déjà une maladie inflammatoire et qui ensuite a plus de 3 points parmi les points notés qui sont le psoriasis, l'atteinte inguéale de psoriasis, l'absence de facteurs rhumatoïdes, la dactylite ou les ossifications anormales à la radio, chez un patient qui débute sa maladie par une maladie inflammatoire, c'est-à-dire une inflammation périphérique avec une arthrite certaine ou une inflammation axiale avec une atteinte axiale inflammatoire certaine confirmée par l'imagerie. Le pronostic du rhumatisme psoriasique est encore aujourd'hui imparfaitement compris. Il y a peu de cohortes de suivi de patients atteints de rhumatisme psoriasique, mais dans les quelques cohortes dont on dispose, on peut dire que l'atteinte structurale est très variable dans cette maladie. Globalement, au moment du diagnostic, à peu près un quart des patients ont déjà au moins une érosion radiographique. À 2 ans, ça monte autour de 50%. Et il semble qu'à terme, près de 2 tiers des patients développent une atteinte destructrice sur le plan radiographique, souvent associée à des déformations articulaires assez typiques. On ne sait pas non plus aujourd'hui très bien distinguer un patient qui aura une forme sévère ou pas, mais les facteurs de mauvais pronostic sur le plan structural sont quand même connus. Il s'agit d'avoir de nombreuses articulations douloureuses et gonflées, un syndrome inflammatoire biologique, des atteintes radiographiques, en particulier érosives, sur les premières radiographies,
et puis la dactylite et l'atteinte inguéale de psoriasis. Le pronostic n'est pas lié qu'à l'atteinte articulaire périphérique. En effet, les patients atteints de rhumatisme psoriasique présentent très fréquemment des comorbidités, en particulier l'obésité et les facteurs de risque cardiovasculaire extrêmement fréquents, dont l'hyperlipidémie et l'hypertension artérielle en premier lieu, menant logiquement à la fréquence importante d'une maladie cardiovasculaire associée. Le rhumatisme psoriasique doit être considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que l'hyperlipidémie ou l'hypertension. De plus, les patients ont fréquemment d'autres comorbidités, en particulier la dépression et l'anxiété sont fréquentes dans cette maladie où l'impact sur la vie du patient est important, lié à la fois à l'atteinte cutanée et à la gêne ou à la honte liée au fait d'avoir du psoriasis cutané ou inguéal, et à l'atteinte articulaire liée à la douleur et à la gêne fonctionnelle pour les activités quotidiennes de l'atteinte articulaire. 40% des patients ont au moins 3 comorbidités. Comme on manque d'informations sur le rhumatisme psoriasique, la Société française de rhumatologie a lancé avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris une cohorte qui s'appelle la cohorte APACHE, qui est coordonnée par le professeur Pascal-Claude Pierre. Le recrutement est en cours pour cette cohorte qui va nous permettre d'ici quelques années d'avoir des informations beaucoup plus nettes sur le pronostic et les facteurs pronostiques de l'évolution défavorable dans le rhumatisme psoriasique débutant. Le suivi est fait par le rhumatologue. Le suivi peut également être fait par le dermatologue en cas d'atteinte cutanée importante, mais la grande majorité des patients atteints de rhumatisme psoriasique ont un psoriasis cutané assez limité. Le rhumatologue va donc suivre la maladie sur le plan de l'examen clinique par le nombre d'articulations douloureuses et le nombre d'articulations gonflées, ainsi que l'évaluation des anthésites et des dactylites. Il va également évaluer les symptômes du patient par la douleur, l'évaluation globale patient et la gêne fonctionnelle par un questionnaire qui s'appelle le HAQ. Il va évaluer l'atteinte axiale et cutanée à l'examen clinique. Et puis le suivi paraclinique repose sur l'évaluation du syndrome inflammatoire qui cependant est inconstant, présent chez à peu près la moitié des patients, et par la réalisation de radiographies de contrôle tous les 2 à 5 ans pour regarder le caractère érosif des articulations. Il y a différents scores composites qui peuvent être utilisés et le manque de consensus actuel complique malheureusement un peu le suivi des patients. Cependant, 2 scores composites sont proposés pour définir l'objectif thérapeutique qui est la rémission ou à défaut un état de faible activité inflammatoire. Ces 2 scores sont d'une part le VLDA-MDA qui correspond en fait à un état obtenu ou non selon qu'on a 5 des 7 critères ou 7 des 7 critères qui sont atteints. Et puis le DAPSA en bas qui lui correspond à un vrai score composite continu puisqu'on fait la somme des 5 critères que vous voyez dans la case et que cela nous donne un score. Par exemple, un patient qui a une articulation douloureuse, une articulation gonflée, une douleur à 2 sur 10, une évaluation globale à 2 sur 10 et une CRP normale, eh bien, il a un score à 6. Il est donc en faible activité mais pas en rémission. Passons maintenant au traitement du rhumatisme psoriasique et on a la chance dans cette maladie d'avoir de nombreux traitements qui ont été mis à notre disposition au cours des dernières années. Jusqu'en 2015 environ, on disposait essentiellement du méthotrexate, de la sulfasalazine et du léflunomide et puis des anti-TNF et qu'ensuite sont apparues d'autres classes thérapeutiques. Aujourd'hui, nous avons 5 catégories de traitements au-delà des traitements de fond conventionnels à notre disposition. 3 de ces catégories sont des biothérapies, les anti-TNF, les inhibiteurs de la voie de l'IL-17 et les inhibiteurs de la voie de l'IL-12, 23 et 23. Et 2 de ces catégories de traitements sont des traitements oraux qui sont des traitements synthétiques ciblés. À gauche en rose les JAK inhibiteurs et à droite l'apremilase qui est un inhibiteur de la phosphodiesterase. Globalement, les traitements sont efficaces sur les différentes manifestations du rhumatisme psoriasique. Les catégories des anti-TNF, des inhibiteurs des IL-17 ont été évaluées, y compris par des études face-face, et ont montré une efficacité globalement équivalente sur l'atteinte articulaire périphérique. Les anti-IL-17 et les anti-IL-12-23 et les anti-IL-23 ont une efficacité supérieure sur la peau par rapport aux anti-TNF. Et les anti-TNF et les anti-IL-17 ont une efficacité sur les formes axiales.
Dans l'évaluation thérapeutique, il faut évidemment tenir compte du rapport bénéfice-risque et on sait que les patients traités par biothérapie ou par traitement ciblé sont à risque accru d'infection. Récemment, une alerte a été émise concernant les JAK inhibiteurs par rapport à un surrisque d'événements cardiovasculaires et de cancer et l'évaluation de ce surrisque est en cours. Et puis d'autre part, les injections sous-cutanées peuvent mener à des réactions au site d'injection. C'est particulièrement le cas avec certains des traitements proposés. Et il y a également d'autres risques comme l'hépatotoxicité. Ce qui fait que des recommandations ont été développées. Et je vous montre les recommandations tout récemment publiées de la Société française de rhumatologie, qui sont des recommandations pour la spondyloarthrite axiale, mais aussi périphérique, incluant le rhumatisme psoriasique. Et je vous montre les deux catégories qui relèvent plus du rhumatisme psoriasique. Tout d'abord, face à une maladie active et confirmée active par l'existence de plusieurs synovites ou par une atteinte anthésitique ou dactylitique, on va commencer par traiter par des anti-inflammatoires non stéroïdiens et si besoin des infiltrations. Dans les formes articulaires périphériques, donc dans les arthrites, on va donner un traitement conventionnel synthétique, en premier lieu le méthotrexate, sinon sulfasalazine ou les flunomides. Dans un deuxième temps, on passera à un traitement ciblé qui sera une des catégories de biothérapie ou un JAK inhibiteur. Aujourd'hui, en première intention, on donne en général un anti-TNF ou un anti-IL-17. Et dans certains cas, on peut proposer l'inhibiteur de la phosphodiesterase 4 pour les maladies moins sévères et moins actives uniquement. Et dans les formes qui débutent par une anthésite ou une dactylite, on va sauter l'étape du traitement conventionnel synthétique qui n'a pas démontré son efficacité pour donner directement un des traitements ciblés disponibles, anti-TNF, anti-IL-17, anti-IL-23 ou 12-23 ou JAK inhibiteur. En parallèle, il est extrêmement important dans cette maladie chronique d'effectuer une éducation thérapeutique du patient, une information, de proposer un exercice physique régulier, l'arrêt du tabac, la physiothérapie, la kinésithérapie et la prescription d'antalgiques selon les douleurs. J'espère que ce bref résumé sur le rhumatisme psoriasique vous aura été utile et merci de votre attention.